J'en ai marre de chercher du taf, j'en ai marre d'avoir des mauvaises expériences avec des employeurs à Los Angeles. Donc je me suis dit que c'est le moment où je vais me focaliser sur ma passion, les timelapse. D'accord. Je commence à me faire de l'argent. Donc tu walk away. Je dis le marché de l'emploi, c'est pas pour moi. Légalement parlant, je peux travailler pour moi-même si j'arrive à me faire un revenu. Ça reste dans le monde de la vidéo. Photo, vidéo, c'est le même monde, tout ça. Donc je me focalise à fond sur les timelapse à cette époque-là. Je voyage, je retourne à New York pour la première fois depuis 2011. Très bien. Je me focalise beaucoup sur les villes parce que c'est aussi ce qui va se vendre pas mal. Et il y a pas mal de plateformes en ligne comme peut-être tu connais Shutterstock, Pond5, tout ça. Bon, ça a beaucoup changé encore. Les banques de photos en ligne, avec abonnement. Voilà, donc photos, ils ont aussi des catégories vidéo. Et c'est de là que c'est parti en fait de pouvoir me faire un revenu. Il y a des mois qui montaient à $1000 sur une plateforme quand même, des fois. Donc avec 3-4 plateformes, ça me faisait un revenu assez conséquent. Quoi. Ah, trop bien. Donc c'est l'époque où je me focalise vachement sur ma passion. Je me dis qu'il y a moyen de se faire plus d'argent que de passer mon temps à chercher un emploi que je ne vais pas trouver ou que je ne vais pas aimer. Depuis son adolescence, Aymeric Lebars rêve de découvrir les États-Unis et plus spécifiquement la ville de New York, qui représente l'Amérique des films, des jeux vidéo, une architecture, l'industrie du film, bref, la ville de tous les possibles. S'il parvient à ses fins et part quelques jours en séjour linguistique il y a une dizaine d'années, dans la ville qui ne dort jamais, lorsqu'il se met en tête de faire son stage de fin d'études aux États-Unis, les affaires se compliquent. Ainsi, l'étudiant en communication élargit son champ de recherche vers la ville du film aux États-Unis, j'ai nommé Los Angeles. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de ce jeune homme déterminé à faire sa place dans une industrie hautement compétitive, celle du film et de la photo aux États-Unis. Aymeric revient avec lucidité sur son parcours en Californie, en Géorgie et plus récemment dans le Colorado à Denver, là où je l'ai rencontré il y a quelques mois. À l'issue de son stage, comment a-t-il pu rester au pays de l'oncle Sam ? Qu'est-ce qu'un visa O1, Exceptional Abilities, aussi connu sous le nom de visa talent ? Et puis, la carte verte, enfin le titre de résident permanent américain, est-elle vraiment plus simple à obtenir avec ce visa ? Après avoir enseigné la photographie time-lapse pendant plusieurs années, Aymeric s'est découvert une nouvelle passion il y a environ 1 an pour les phénomènes météorologiques extrêmes, des phénomènes qu'il suit et capture armé de tout un tas d'appareils en tout genre. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à s'installer dans le Colorado, pas très loin de la Tornado Valley, la vallée des tornades. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, je vous invite à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, on part à la rencontre d'Aymeric. Ah, justement, le voilà. Salut, ça va bien ? Ça va, je suis avec Baptiste. Je suis toi et collègue. On ne s'est pas rencontrés, mais enchanté. On n'a pas vu comment tu auras. Je ne vais pas rester. Entrez. Bon, c'est vraiment le premier podcast officiel. Mais oui, j'ai vu ça. Tu vas me guider, tu vas me dire. Je pense que tu auras les bonnes questions. Tu sais ce que tu fais. Et en général, c'est ce qu'il me faut. Il me faut c'est des questions qui vont me faire rappeler plein de petits souvenirs et tout. Parce que 10 ans de vie comme ça, il faut se rappeler qui bon là, de toute façon. Ça va bien je suis se sûr. passer. Oui. Je t'entends. Ouais, c'est bon. C'est cool. Bonjour. Eh ben écoute, je suis ravie mon premier... Est-ce que c'est mon premier breton du Colorado ? Je sais pas. Je suis pas officiellement breton. Ah oui, c'est vrai. T'as juste le nom. Tu peux pas le cacher. C'est mon père qui est breton. Cool. Écoute, vas-y. Dis-moi 2 mots juste que je m'assure qu'on est bon au niveau du son. Et puis... 2 mots, juste que je m'assure que c'est tout bon. Ouais, c'est cool, A, c'est B, bon. C, D, E, F. Ouais. Eh bien, écoute, je suis ravie de te recevoir. Merci. J'allais dire merci pour l'invitation, mais au final, c'était moi qui Oh, me suis invité non. un petit peu, non ? Mais non, pas complètement. Je t'avais mis un peu sur ma liste quand même aussi. D'accord, ok. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que je commençais tous mes podcasts par la même question. Oui. Si tu te retrouvais dans un, dans un resto, dans un bar rempli de Français vivant à l'étranger, on va dire dans Denver, et qu'on faisait un petit tour de table et que tout le monde devait se présenter, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu voudrais en fait que les gens sachent de toi en quelques secondes ?
Je dirais déjà que je m'appelle Émeric, c'est un bon début. Ouais. Non, après, j'enchaînerai un petit peu. Je suis photographe, mais spécialisé dans une niche de la photographie qu'on va appeler les timelapses. Bon, là, je suis un petit peu en transition, on en reparlera tout à l'heure, mais les 10 dernières années de ma vie, je me suis vachement focalisé sur les timelapses. Donc, j'aime bien commencer par, c'est un moyen de montrer les choses ordinaires d'une façon extraordinaire. Ah, c'est joli. Ouais. Ça vient pas de moi, c'est un ami qui m'avait sorti ça un jour. Je me suis dit, ça décrit bien quand même les timelapses. Et pour les gens qui ne sauraient pas du tout ce que c'est un timelapse, comment est-ce que tu le définirais un peu plus spécifiquement ? Donc, je dirais, ça montre le temps qui passe. C'est une série de photos, en général avec un intervalle régulier. Donc, par exemple... c'est de la photo, c'est pas du tout de la vidéo. C'est que des photos, ouais. D'accord. C'est que des photos en RAW. Et à la fin, on crée une vidéo à partir de la séquence photo. D'accord. C'est un peu, avec le stop motion, la seule technique photographique qui utilise donc les photos en RAW pour créer une vidéo à la fin. D'accord. Et donc, un timelapse, ça va être une vidéo en accéléré. Au final, ça veut dire ça, timelapse. D'accord. Bon, c'est un peu devenu un nom commun aujourd'hui. Hein. Ouais. On dit, je vais faire un timelapse. Ça cartonne sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Réseaux sociaux, ça peut être partout. Hein. Je pense que tout le monde a vu des timelapses sans s'en rendre compte. On peut prendre par exemple House of Cards. Je ne sais pas si tu connais le show. Toute l'intro de la série, c'est des timelapses, par exemple. Ouais. Donc, ça peut être... Voilà, je me suis spécialisé pas mal dans les villes. Ouais. Donc, les skylines, le trafic, mais je fais aussi pas mal de paysages. Voilà, montrer le coucher de soleil en 20 secondes, la voie lactée qui bouge dans le ciel. Canon. Et récemment, je me suis mis aussi au storm chasing, c'est-à-dire chasser les orages et les tornades. Je sais que t'aimes pas trop les tornades, mais... J'aime pas trop les tornades, et puis tu me dis que t'es arrivé à Denver pour chasser les tornades, donc ça me plaît pas du tout. En partie, ouais. Mais bon, je vais pas rester à Denver pour les chasser. Hein. Je vais aller dans la Tornado Alley. On pourra en reparler un peu plus tard aussi. Mais voilà, c'est vraiment montrer le monde autour de nous d'une façon accélérée au final. Hein. C'est un peu ce qu'un timelapse est, quoi. Très bien. Alors, on va revenir un peu sur tout ça dans quelques instants. Mais moi, j'aime bien procéder de manière chronologique. Oui, c'est mieux. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu es aux États-Unis, c'est ça ? C'est ça. Ça fait 11 ans, plus d'11 ans même. Ok. Et tu es venu aux US parce que, à la base, ton rêve, c'était l'Amérique, c'était New York d'ailleurs, c'est ça ? À la base, c'était New York. Quoi. Je pense que New York, quand on est jeune, hein, ça fait rêver. Ça fait rêver hein, quand tu vois ça dans les séries télé, les photos, les vidéos. Il n'y avait pas trop les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Ça commençait tout juste, donc c'était vraiment dans les séries hein, que je voyais. Je sais pas, il y avait quelque chose. En tout cas, on partageait pas la même chose sur les réseaux sociaux. C'était voilà ce que j'ai mangé. Voilà, c'est ça. C'était vraiment, j'ai mangé une pomme aujourd'hui. J'ai check-in à l'aéroport et c'était quoi. C'est ça. C'était vraiment différent. Ouais. Je sais pas, à chaque fois que je voyais des photos ou des vidéos de New York, j'étais j'adore, il faut vraiment que j'y aille. Ouais. Et j'arrive pas à expliquer pourquoi en détail. Genre, c'était l'architecture, le mode de vie. C'est ça, ouais. C'était la grandeur de tout, c'était les possibilités qu'on voyait un peu dans les films, dans les séries télé, quoi. D'accord. Et c'était tous les États-Unis me faisaient rêver, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait vraiment terminer à New York. Et t'avais jamais mis les pieds aux US à ce moment-là ? Non. La première fois où j'y suis allé, la petite histoire marrante, c'est que je devais y aller en 2010. En avril, avec un groupe. C'était une compagnie qui faisait des séjours un peu éducatifs, linguistiques dans les villes américaines. D'accord. Et en avril 2010, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu un volcan en Islande. Ah oui, le truc imprononçable là. À la Yolkulu, je ne sais plus trop quoi. Et en gros, ça avait cloué les avions exactement le week-end où je devais partir. Ah merde, donc ça a été annulé pour toi. Ça a été annulé. Et comme c'était un voyage organisé avec des jeunes de toute la France, on a dû repousser à 1 an. D'accord. Donc, voir mon rêve américain s'écarter d'1 an, c'était un peu difficile. Ouais, j'imagine. Et donc, au final, je suis parti pour la première fois à New York en 2011. On était resté 5 jours, un truc comme ça. Et c'était exactement comme dans mes rêves, quoi. Ouais. Je me suis dit, je me rappelle, on était à JFK, donc l'aéroport. C'était au coucher de soleil et je voyais la skyline de New York au loin, un peu silhouette. Ouais. Et je disais, putain, il faut que je revienne, quoi. Pardon, j'ai dit un gros... Je dis, il faut que je revienne un jour ou l'autre. Il faut que je fasse ma vie ici. Et voilà, quoi. C'était parti de là un peu. Quoi. Et t'en étais où de ta vie à ce moment-là, en fait, quand t'es parti ? D'accord. Tu étudiais quoi ? La communication. D'accord. À Angers, à l'UCO. D'accord. Big up à la Cato d'Angers. Salut. Je l'ai eu d'ailleurs, mon bachelor, ma licence de communication. Ouais. Et je cherchais donc, un stage, une expérience professionnelle aux États-Unis. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai terminé aux États-Unis. Je cherchais pas mal à New York au début. Sur Craigslist, c'est ça ? Sur le Craigslist. Bon coin américain. C'est le seul truc que je connaissais, en fait. Il y avait pas grand-chose d'autre à l'époque. Hein. On était 2010-2011, donc il y avait pas les réseaux sociaux. Si, il y avait les réseaux, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui.
Donc j'ai cherché dans la région de New York. Et tu cherchais quoi comme job? Tu savais déjà ce que tu voulais faire? Franchement, un peu tout. Je savais même pas. J'avais répondu à une annonce, c'était une boîte de modeling qui cherchait... Donc mannequin? Ouais, de mannequins qui cherchaient quelqu'un pour faire du Photoshop sur les photos. Ok. Et je me suis dit, je vais envoyer quoi. Et bizarrement, j'ai eu un appel avec la boss. Ouais. Et donc j'ai fait un Skype à l'époque qu'on utilisait. Et je me suis rendu compte que mon anglais n'était pas très bon. Malgré ton séjour linguistique. Ouais, c'était séjour linguistique touristique. Ouais. Donc, d'accord. Mais je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais plus, quoi, sinon ça va pas marcher. Comment tu t'es pris? Je regardais des séries, des séries télé comme Friends, mais sous-titrées en anglais. Ouais. Comme ça, je pouvais comprendre ce qu'ils disaient, puis voir un peu comment c'est écrit. Il y a certains mots que je comprenais pas des fois, mais. D'accord. Puis après, j'avais aussi l'anglais basique du collège, du lycée, tout ça, quoi. Et donc j'ai continué à chercher sur New York pas mal, et je trouvais rien. Ouais. J'avais pas de réponse ou j'ai des réponses négatives, donc je me suis dit je vais chercher sur Los Angeles parce que c'est le monde de la vidéo au final, donc il y a peut-être plus de chances que je trouve quelque chose là-bas, quoi. Et il y a eu une réponse positive. D'accord. Et ça, je me suis dit waouh, il y a quelqu'un qui m'a répondu. C'était pas la boss de la compagnie, c'était une petite start-up qui s'appelait Smile TV. Ils étaient vraiment basés sur le positif, quoi. Ils voulaient partager un peu... les bonnes nouvelles Les bonnes nouvelles, voilà, c'est ça. Une petite start-up, c'était majoritairement en ligne sur YouTube. Et une des employées de la compagnie a bien aimé mon message, mon CV, on va dire avec un anglais très pourri, ma lettre de motivation aussi. Il faudrait que je les retrouve, tiens, ça fait tellement longtemps que je ne sais même pas où ils sont. On n'avait pas de ChatGPT pour corriger la grammaire. On n'avait pas de ChatGPT, non. Donc, elle a bien aimé ma motivation et on va dire mon amour pour les États-Unis. Ta détermination. Ma détermination aussi. Et elle m'a dit, on n'a qu'à faire un test depuis la France directement. Parce que... Genre en freelance Ouais, voilà. Même pas payé, juste comme ça. Ouais, d'accord. Vraiment pour montrer ce que je sais faire. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que j'avais aussi des contacts à la ville d'Angers, dans le centre de communication de la ville d'Angers. Donc, j'ai pu louer une caméra professionnelle là-bas gratuitement, parce que le mec me connaissait. Et je suis allé faire 2-3 reportages autour d'Angers. Le premier que j'avais fait, c'était sur Terra Botanica. C'est un centre, c'est un parc d'attractions, entre guillemets, focalisé sur le végétal. D'accord. Donc, je trouvais l'idée sympa. Et du coup, tu devais les faire en anglais ou en français, les vidéos? Je les ai fait en français et je les ai sous-titrés en anglais. Et comme ça, eux, ils ont pu les poster directement sur leur chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une vidéo sur Angers Terra Botanica et une autre sur ma cousine qui a une façon un peu différente d'élever les chevaux, qui était plus en Bretagne, Finistère Sud, d'ailleurs, tu dois connaître. Je me souviens plus exactement du coin où elle était, mais j'ai fait tout un documentaire là-dessus parce que c'était un peu dans la thématique du positif, les choses qui font sourire. Et ils ont tellement aimé mes vidéos, mon style de montage et pour filmer aussi, qu'elle m'a dit, écoute, Émeric, si tu veux, tu peux venir à Los Angeles pendant quelques mois, on va voir si ça fonctionne. Donc là, c'était pour un stage que tu cherchais? Ouais, une expérience professionnelle, quoi. Je pense que j'étais prêt à prendre le premier truc qui marchait. Du moment qu'on t'emmenait là-bas. C'est ça. Le truc, c'est qu'elle, déjà, j'y avais jamais mis les pieds. Ouais. Je connaissais rien du tout, à part la boss et son employé, je connaissais personne. Mais j'y suis allé. Voilà, 15 janvier 2013, je me rappelle très bien. Et le problème, c'est que pas la meilleure expérience. J'ai fait Paris-Atlanta, et tu connais, pour passer la douane aux États-Unis, ça prend des heures. Et j'ai loupé mon vol Atlanta-Los Angeles à cause de la douane. Mais la compagnie aérienne a quand même été gentille. Ils m'ont donné un hôtel pour la nuit. Et j'ai pris l'autre vol le lendemain. Mais ça y est, je suis arrivé à Los Angeles pour 3 mois. Donc, on a commencé visa touristique, c'est 90 jours. Oui, d'accord. Parce que j'avais pas de de visa encore. Donc, on allait voir si ça allait marcher, si ça allait être un bon match. Et voilà, donc pendant les 3 mois, on a fait plein de visites. Je suis allé à Universal Studios. Elle m'a amené à Malibu. Donc, ils t'ont mis plein d'étoiles dans les yeux. C'est ça. Et j'ai dit, vous me faites ça, je suis obligé de rester. Oui, c'est obligé. Donc, Los Angeles. Et puis, Los Angeles en 2013, ça a beaucoup changé depuis les 10 dernières années. Mais elle a tellement bien aimé ma motivation, mon style de montage, quand j'étais pendant les 3 mois, qu'elle m'a dit, faut qu'on trouve quand même un moyen de te faire rester. Et à l'époque, il y avait le visa J1. Je ne sais pas si tu connais. Le visa stagiaire, scholar in training. Tu peux aussi l'utiliser pour faire une expérience professionnelle à 12 mois. Tu as 12 mois après avoir eu ton diplôme en France. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais j'étais rendu à 8 ou 9 mois, parce que je l'avais eu le juin d'avant.
Donc du coup, tu as dû rentrer en France pour chercher ce visa-là, parce que tu peux pas le faire une fois que tu es aux États-Unis. Donc on a trouvé le sponsor, Parenthèse Paris, il s'appelle. C'était le même pour moi. C'est pareil. Donc, premier J1, il a été accepté par l'USCIS, j'imagine que c'est... Donc c'est le service d'immigration américain. C'est ça. Et donc, tu as bien compris, il faut aller le chercher à l'ambassade parisienne. Donc, j'ai fait l'aller-retour, je suis resté 15 jours en France. Je me suis arrêté à l'ambassade de Paris complètement stressé parce que tu vois, c'est la première fois. J'y suis allé 3 ou 4 fois maintenant à l'ambassade, donc je m'y connais. Mais la première fois, c'est un peu intimidant. Et puis c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, tu montres vraiment patte blanche. Pour arriver rien que sur le trottoir, il faut montrer que tu as une preuve de paiement. C'était quoi les... Alors, je crois pas que ça se passe comme ça, mais c'est les mandats poste à l'époque. C'est un peu la même chose. Tu as un autre formulaire à faire en ligne. Je m'en rappelle plus. Et puis, il faut que tu arrives. Oui, tu payes en ligne maintenant, d'accord. C'est plus pratique. Ouais, et puis il faut que tu viennes avec la notification ou le reçu. Ou c'est ça. 160, il n'y a pas un truc comme ça. Il y a tellement de formulaires, je me rappelle plus. Et n'amenez pas votre ordinateur portable à l'ambassade, puisqu'ils vont vous le faire aller le déposer. Le Georges V garde souvent les portables des gens. Je sais qu'il garde il le ton faisait, sac. Je sais pas si c'est le cas, mais... tu passes dans un petit vestibule au début. Comme à l'aéroport, Et puis il garde ton sac et tes clés. Et tout. Mais c'était un ordi, tu peux pas le laisser. Ah, tu peux même pas l'ordi. Tu dois retrouver où le mettre. Waouh, je savais pas ça. Je savais pas. Non, c'est vrai que je me suis pas trimballé avec un ordi là-bas, mais c'est intimidant aussi parce que tu as tous les gendarmes devant. C'est vachement protégé. C'est clair. Bref, je suis content que ça soit fini. Donc du coup, tu as ce visa-là. On est du coup été 2013. Tu obtiens ton G1, tu en profites pour aller voir la famille. Salut, moi j'y retourne. Et tu repars pour combien de temps ? Enfin, tu sais, à cette époque-là, combien de temps tu vas repartir ? C'était 1 an le visa G1. D'accord. Donc je savais que j'étais tranquille jusqu'à mars 2014. Et on avait fait une extension de 6 mois. Tu peux faire une extension à la fin du visa pour un autre 6 mois, il me semble. Donc j'avais encore quasiment jusqu'à fin 2014 tranquille. D'accord, ok. Et alors, ce stage, cette première expérience continue de se passer, en tout cas initialement, super bien ? Super bien, ouais. Bon, il y a eu quelques petits conflits à la fin avec la boss. Je pense qu'on avait vraiment un mode de travailler qui était un peu différent. Je me suis rendu compte rapidement en fait, que la boss n'avait pas forcément de business plan. Elle ne savait pas trop où aller avec la compagnie. Mais pendant 1 an et demi, moi, j'ai fait toutes mes vidéos. J'ai rencontré plein de monde. Et ça m'a permis en fait, de créer mon portfolio un petit peu. Parce qu'il faut savoir que j'arrive de la fac. J'ai aucune expérience professionnelle. Tu as la passion, mais tu n'as pas forcément de quoi montrer ce que tu sais faire. Exactement. J'ai aucune, à part 1 ou 2 stages pendant la fac, j'avais aucune expérience professionnelle dans des compagnies ou des boîtes. Donc j'ai vraiment j'ai dû tout me construire avec Smart TV au début et avec des trucs que je pouvais faire à côté aussi. Légalement. Oui, c'est ça, parce que du coup, tu es marié à ton visa. Tu peux pas, c'est ça. Le J1, tu es marié à ton employeur et à ce que tu fais. Tu es vraiment coincé dans cette boîte, ce poste-là. Donc, si ça se passe pas bien, tu peux pas aller ailleurs. Et alors, toi qui avais tant rêvé des États-Unis, on a sauté une étape. T'as ressenti quoi, du coup, la première fois là, que t'as mis les pieds à Los Angeles ? Qu'est-ce que t'as vu ? C'est quoi les premiers trucs que t'as fait ? Tu t'en souviens un peu ? Je sais que ça date. Mais... J'ai terminé sur la 405 Freeway, ça c'est sûr. C'est impressionnant quand t'arrives sur du 2x14 voies d'un coup comme ça. Surtout quand t'arrives en France. Je pense en danger. C'est Los Angeles et New York, c'est 2 mondes différents. Différents de quoi ? Au niveau de la taille, du mode de vie, des gens... Mais tu veux dire les deux sont différents l'un de l'autre ou différents du reste des États-Unis ? Ouais. Los Angeles, c'est un monde à part. New York, c'est un monde à part. Et donc, quand tu arrives à Los Angeles, ce qui est bien, c'est que j'ai eu des gens avec qui m'ont aidé directement. Je suis pas arrivé tout seul, mais je pense que j'ai été... je me trouvais comme dans un film, presque. Les palmiers, les grandeurs, la grandeur de tout, les routes. Le beau temps. Le beau temps aussi. Mais je me suis senti bien, bizarrement. Presque parce que j'étais prêt mentalement presque à être là, Et j'ai eu des gens qui m'ont aidé, j'ai eu un logement directement, je suis resté chez ma boss pendant 3 mois. Trop bien. Elle me donnait la chambre de son fils qui, lui, travaillait à San Diego. Pour commencer, c'est très bien. Je pense que j'ai été acclimaté assez rapidement. J'ai su m'acclimater assez rapidement. Qui ne s'acclimate pas au soleil et au mode de vie californien. Ouais, mais je veux dire, en n'ayant pas forcément voyagé avant, tout le monde s'y fait pas tout de suite. Ça dépend des gens. Je pense que mentalement, j'étais tellement prêt t'étais déjà là, aux États-Unis. Après, le mode de vie américain, français, c'est pas la même chose, mais il y a quand même des similarités. C'est, je pense, plus facile de s'adapter aux États-Unis que dans un pays asiatique, par exemple. On a plus de trucs en commun dans le quotidien, tu veux dire ? Voilà, c'est ça.
Donc, c'était quoi tes premières visites, les premiers trucs que tu as voulu voir à Los Angeles? Le panneau Hollywood. C'est vrai? Forcément. Ouais. Moi, c'était le Griffith. Observatory. C'était... L'Observatoire. Ouais. Le parc d'attractions à Santa Monica Pier aussi. Ouais. La carte postale, quoi. Bon, à tous les coins un peu touristiques. Normal. Quoi. Universal Studios, il y avait quoi d'autre? Downtown LA, c'est pas vraiment touristique comme New York. C'est tellement étalé, Los Angeles. Beverly Hills aussi, le Rodeo Drive. Ah oui, les étoiles sur le Hollywood Boulevard aussi, bien sûr. Donc non, il y avait vraiment plein de choses. Ça faisait bizarre d'être là sur place, quoi. Quand tu vois quelque chose pour la première fois, après l'avoir vu en photo ou vidéo tellement de fois, ça fait pas réel. T'as l'impression encore d'être dans cette photo ou cette vidéo, quoi. Mais pourtant, c'est là, quoi. C'était ton nouveau quotidien. C'est ça. Et alors, mon voisinage. Du coup, tu dis, vous avez prolongé ton J1, donc on arrive sur la fin 2014, mais là, toi, donc, ça se passe plus super bien. Ta boss comme toi, vous êtes assez d'accord sur le fait que c'est pas pour la vie. Et alors, comment est-ce que tu décides de passer à autre chose? Et puis, je sais pas, enfin, les J1, très souvent, tu as une période de carence qui est obligatoire avant de passer sur un autre visa. Comment ça s'est passé pour toi? Je me rappelle plus de cette clause. Ça dépend des J1. C'est pas sur tous. Ouais. En fait, je travaillais encore donc pour Smile TV. Et comme mon J1 arrive à expiration, il fallait me trouver un autre visa. Je ne pouvais plus renouveler. Et j'ai réussi à trouver, avec ma boss d'ailleurs, c'est elle qui m'a trouvé une avocate d'immigration spécialisée dans le monde artistique. Donc ça, c'est bien. Elle savait ce que l'USCIS voulait voir. Et comme je n'avais pas encore assez d'expérience pour avoir un visa artiste, mon avocate m'a suggéré en fait de travailler en tant que O2, donc visa O2, pour quelqu'un qui a un visa O1. Alors, je pense qu'il faut qu'on explique pour ceux qui ne se connaissent pas le visa O. Le visa O, c'est un visa pour les gens talentueux, qui ont un talent donc, dans le domaine artistique. Dans le talent recherché par les US. Domaine scientifique, domaine sportif également. Je crois que j'en oublie un. Dans pas mal de domaines comme ça, artistiques, scientifiques. Et le O1, donc c'est le détenteur du visa. Enfin, pour quasiment tous les visas américains, le 1, c'est la personne qui a le visa. Le visa principal. Et le 2, c'est l'accompagnant. Donc dans ton cas, toi, c'était un visa d'assistant. C'est ça. C'est ça. Donc on a trouvé une Allemande. Je lui parle encore aujourd'hui. On est devenus amis et ça, c'est super cool. Elle a accepté de me sponsoriser, entre guillemets, pour que je sois son assistant en visa. D'accord. Et elle faisait quoi, elle? C'était une productrice de films. Elle faisait pas mal de films, caméra, pareil. Elle voulait faire un long métrage depuis très longtemps. Donc, on a décidé de se mettre ensemble comme ça, en parlant du visa. Donc, mon avocate a envoyé mon dossier en disant que Émeric sera l'assistant de ce visa O1 en tant que visa O2. Et ça me permettait d'avoir une extension de 1 an. D'accord, donc ça te permettait de voir venir un peu... Voilà, donc en visa O2. Et ça me permettait aussi de continuer à travailler avec Smile TV pendant un moment et également avec mon visa O1. Donc ça m'a permis de travailler sur son long métrage, de faire une partie du montage, de faire de la colorimétrie sur ce long métrage. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, quoi. Ça m'a permis encore une fois de monter encore en skill. Voilà, d'agrandir mon portfolio pour, j'espère, rapidement avoir mon propre visa O1. D'accord. Voilà, donc j'étais en tête, je trouve un moyen de rester légalement et de continuer à construire mon portfolio pour avoir plus de liberté plus tard, quoi. Et donc, du coup, on a une année qui se passe. Si mes calculs sont bons, on arrive fin 2015 cette fois-ci. Exactement. Et alors, du coup, le même problème se répète. Comment est-ce que tu fais pour rester? Est-ce que tu as toujours... Enfin, pour toi, ça a été évident assez rapidement que tu allais rester? Tu n'as jamais envisagé, maintenant c'est cool, j'ai appris plein de trucs, je peux rentrer en France? Non. J'ai toujours voulu rester à Los Angeles. À Los Angeles spécifiquement? Ouais, parce que c'est la capitale du film en même temps pour toi. Voilà, c'est ça. Et puis, mais c'était aussi... ça faisait quasiment 3 ans, 2 ans et demi que j'étais là-bas. Je commençais à connaître un peu les lieux, à me familiariser avec la ville. Chez toi, quoi. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est cool, parce que je me sens de plus en plus à l'aise dans la ville. J'aime bien le mode de vie, je connais un peu comment ça fonctionne. J'avais un réseau qui grandissait aussi de plus en plus, donc je me suis dit, il faut que je reste à Los Angeles. Donc on arrive mi-2015. J'ai encore un peu de temps avec mon visa O2, mais je décide de prendre rendez-vous avec mon avocate. Même. Vaut mieux prendre les devants. Voilà, et je me dis, est-ce que j'ai assez de crédits pour faire mon visa O1? Alors, c'est quoi ces crédits? Le crédit, c'est... je sais pas si c'est peut-être pas le mot français. C'est de preuve pour dire... d'évidence, de crédit,
d'expérience professionnelle. Le crédit, en fait, je pense comme à l'école, tu vois, genre les crédits ECTS, des trucs comme ça. Non, ok. C'est avoir suffisamment de réputation qui va faire, genre, que ce soit des articles, que ce soit un portfolio, que ce soit machin, qui pourrait justifier justement que tu as un talent et que toi aussi, tu puisses prétendre au visa O1. C'est ça. Je pense au mot credits parce que c'est le mot qu'on utilise à la fin des films ou des vidéos pour créditer les gens. Donc c'est vrai que peut-être que c'est pas le bon mot. Mais, non, ça se trouve, c'est le bon mot. C'est juste que moi, je capte pas. Mais en gros, assez d'expérience pour avoir mon propre visa O1. Okay. Donc elle me dit ça va être un petit peu difficile, mais on peut tenter. Donc je suis allé voir, il fallait avoir des lettres de recommandation de gens avec qui j'avais travaillé. J'ai une personne, je me rappelle, c'était un ami de ma boss qui était producteur sur le show Les Experts, CSI, et qui j'avais rencontré une ou deux fois, qui était prêt à m'écrire une lettre de recommandation. Après donc en fait, ce qu'il te faut, c'est aussi des trucs qui ont pignon sur rue pour ajouter du crédit, comme tu dis, à tout ça. Quoi. C'est ça. Et en plus donc, des lettres de recommandation, ils demandent plein d'autres trucs. Ils demandent déjà max de fric, c'est les États-Unis, ils aiment bien l'argent. Donc ils veulent que l'immigration, c'est pas gratuit ici. Voilà. Et puis ils disent que voilà, si tu vas te faire plein d'argent, donc tu vas payer des impôts, donc ça, voilà, le pays, voilà, ça va être bien pour le pays à la fin, quoi. Donc, mais ils veulent que tu fasses aussi un job que tu vas pas piquer à un Américain. Il faut que tu montres vraiment que tu as un talent dans ton domaine que pas d'autres Américains vont avoir. D'accord. Et alors, c'était quoi le talent que tu as mis en avant ? Montage vidéo. Depuis le début, c'est vraiment ce qu'on a mis sur tous les visas. Quoi. Ce qui ne doit pas être facile quand même à Los Angeles, parce que tu n'es pas le seul à faire du montage vidéo, même si tu es hyper talentueux. Non, mais c'est difficile. C'est un point où on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui font la même chose à Los Angeles. Mais j'ai eu quand même assez de réseaux, d'expérience professionnelle. Il fallait des deal memos aussi. Les deal memos, c'est des comment t'appelles ça, des je perds mes mots en français. Dis-moi. C'est en gros une offre de travail dans le futur. C'est-à-dire, Émeric va travailler entre, je sais pas, on était fin 2015, donc mi-2016 à mi-2017. Émeric, il va travailler sur ce projet-là. Il va être payé tel ou tel montant par mois ou par heure. Ah, parce qu'en fait, on te book vachement à l'avance sur ce truc-là. Ok. Il faut que tu me montres, en fait, avec le visa O1... des perspectives des jobs, quoi, pour les 3 ans du visa. D'accord. Donc du coup, tu as tout ton dossier qui est monté avec cette avocate. Ça coûte combien de monter un dossier comme ça ? Parce que j'imagine que tu as les frais d'avocat et les frais d'immigration. Les frais d'avocat, il faut savoir que c'est genre 80% du prix que tu vas payer. L'USCIS, au final, elles ne sont pas si chères. Mais dans mon cas, il me fallait un avocat. J'avais pas le choix. C'est comme un avocat criminel, il va défendre ton cas devant l'immigration. Donc puis tu as plein de formulaires à remplir. Et ce qui est bien avec mon avocate, c'est qu'elle savait vraiment ce que l'USCIS voulait voir pour mon job. Elle était spécialisée de ce type de visa. À Los Angeles, quoi. Donc elle a de la... Elle gagne du temps aussi. Elle gagne du temps là-dessus, Je sais plus ce que j'allais dire. Elle a des compétences, au niveau artistique. C'est bizarre, des mots français que tu oublies comme ça. On te pardonne. On en était où ? Donc du coup, on est mi-2015. Ah oui, le dossier. Tu montes tout ce dossier-là. J'imagine que ça se fait pas en 3 jours. Ça prend quelques mois à monter. Ça a pris quelques mois. Ouais. Le problème, c'est qu'en plus, on était fin 2015. Il y a eu des problèmes informatiques au service d'immigration. Donc j'ai attendu ma réponse quasiment 6 mois. D'accord. Contre 2-3 mois, ça avait pris 2 fois. Mais du coup, tu avais ton visa qui a expiré ? J'étais toujours en visa O2. Mais ton visa, il expire à la fin 2015 ? Ouais. Je crois que c'était fin 2015. Début 2007 ? Non. En fait, je crois qu'il expirait fin 2015 et j'ai eu la réponse pour le O1 début décembre 2015. Ah, waouh, d'accord. Donc j'étais vraiment à quelques semaines près d'être terminé avec mon visa O2. Ouais. Et c'était un RFE. Request for Evidence. Plus d'évidence. Donc il veut plus de preuves. Mon dossier n'était pas si fort que ça, en fait. Je le savais. Elle te l'avait dit de l'avocat en même temps. Mais... donc voilà, une demande de preuves supplémentaires. Donc ça fait peur, tu te demandes, ça se trouve, dans 1 mois, je suis obligé de partir. Quoi. Mais en même temps, c'est pas un non catégorique. Non. C'est ce que mon avocat m'a dit. Elle m'a dit, ça arrive souvent, les RFI, et genre 90% après sont acceptés. D'accord. Donc je me suis dit, ok, ça me donne encore un peu de motivation et d'optimisme. Et donc, mon avocat, on s'est retrouvés, on a fait un appel.
Elle a renvoyé un dossier directement. On a attendu 2-3 semaines. Tu sais ce que tu as fourni comme mot de prévenance ou tu sais plus trop? Ouais. Je me rappelle plus exactement. Je crois qu'on avait creusé dans certaines de mes expériences pour leur dire. On a peut-être ajouté un deal mémo, une lettre de recommandation. Et on était parti de là. On avait renvoyé et on avait attendu que 2-3 semaines. C'était assez rapide, cool. Les RFI, parce que c'est, je pense, le même agent qui revoit ton dossier. Et là, je reçois un appel, et je vois le nom de mon avocat, et je dis j'espère que c'est une bonne nouvelle. Et je réponds, et puis elle me dit bon, Émeric, félicitations, ton visa a été accepté. Ah, c'est elle qui a eu l'info avant toi? Les avocats, ils reçoivent l'info avant, parce que l'USCIS contacte directement l'avocat. Ouais. D'accord. Pour ma green card, moi, c'est moi qui ai reçu le truc. Ouais. D'accord. Ça dépend, je pense, des visas, ça dépend aussi de comment. Après, il me semble que tu reçois, toi, peut-être 1 ou 2 semaines après, un courrier qui dit que tu as été accepté, mais mon avocat. Elle a eu la notification en premier, quoi. Ok. Donc, trop bien. Ah bah, j'ai donc, pleuré, c'est quoi? C'est quasiment. Ah, t'as pleuré quand même. C'était un visa de fou. Il faut savoir que c'est quasiment une green card temporaire, un petit peu là-haut. C'est difficile à avoir, c'est facile de renouveler, et c'est une porte pour la green card. Ouais. Parce que ça montre, d'accord, tu as fait tes preuves devant l'immigration, que tu savais ce que tu faisais dans ton domaine. Donc, c'était le plus difficile, c'était le premier, quoi. Et ce qui est bien avec le visa O1, c'est que j'étais tranquille pendant 3 ans. Et donc, il faut que je reste dans le milieu du montage vidéo, de la vidéo, de la photographie, mais tu peux travailler pour n'importe quel employeur. Ouais, c'est ça. C'est un des visas où t'es pas attaché à ton employeur. Voilà. Donc, Et ça, c'est fou, ça. Ouais. Ça veut dire que je pouvais commencer à chercher du travail un peu partout, quoi. Ouais. Et c'était la libération, quoi. Mentalement, c'est difficile à travailler comme ça. Voilà. Bah, génial. Premier. Et donc, du coup, si mes calculs sont bons, t'as dû avoir le oui quasiment pour Noël 2015, quoi. Ouais, quasiment. Joli cadeau. Ouais, c'était un joli cadeau, fin décembre. Le truc qui était un peu énervant, c'est que comme il y a eu des retards avec l'USCIS, j'avais perdu 6 mois sur le visa. Parce que le début du visa, c'était, je crois, quand ils ont reçu le dossier ou un truc comme ça. Ah, d'accord. Donc, en gros, il te restait que 2 ans et demi. Ouais. Donc, j'avais perdu. Ah, c'est frustrant, ça, ouais. Pour le prix qu'on a payé. D'ailleurs, je t'ai pas dit combien c'était. Oui, du coup, ouais. Ah, j'ai oublié cette question. On était à peu près à $5 500 pour ce visa. Sachant que c'était il y a 10 ans, donc ça a dû aussi augmenter encore. J'ai payé à peu près le même prix, mais il faut savoir que mon avocat m'a fait des discounts parce que je suis resté avec elle pendant quasiment 10 ans. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, un O1, c'est dans les 5 500, 7 500, ça dépend des avocats. D'accord. Puis les prix à l'USCIS, ils n'arrêtent pas d'augmenter aussi, quoi. Ouais, 6 000 en moyenne, je pense. Bon, bah, trop bien. Alors, donc, du coup, début 2016, nouvelle vie, quasiment. Tu es toujours à Los Angeles, tu fais ta passion. Ouais. Et du coup, tu fais quoi alors comme type de boulot? Parce que tu as quitté Smile TV depuis un moment. Qu'est-ce que. Je commence rapidement à faire pas mal de recherches pour un travail. Alors, j'ai vraiment, si je peux trouver un employeur fixe, ça peut être sympa, quoi. Ça peut être mieux pour l'argent. Il faut savoir que je restais. Et puis pour la charge mentale aussi, d'avoir à chercher des nouvelles missions à chaque fois, je trouve c'est fatigant. C'est ça, c'est fatigant. C'est encore pire aujourd'hui, la recherche d'emploi. Mais en fait, je suis resté avec une de mes collègues qui avait une chambre à part, donc elle me logeait quasiment gratuitement. J'ai aidé à payer un peu les factures, tout ça. Bon, c'était une chambre qui était un peu petite. C'était une vieille maison, mais bon, au moins, je payais pas de loyer. Ouais, c'est un bon deal. Ouais. Donc, je continue à travailler, à chercher du travail, pardon. Et je commence un petit peu aussi à me focaliser pas mal sur ma passion, les timelapses. Ok. Il faudra en parler. Je pense que j'en faisais déjà depuis 2-3 ans, mais pour vraiment, le fun. Voilà, pour un hobby. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de plateformes où je pouvais vendre mes timelapses en ligne. Et comme ça reste dans mon domaine, je me suis dit, je vais continuer à le faire, même si c'est du freelance. Donc, je commence à garder un peu de budget pour voyager donc à San Francisco, à San Diego, Grand Canyon, Las Vegas, pour pouvoir me créer plus de timelapse et les mettre en vente directement. D'accord. Donc, je mélangeais ça à la recherche de travail. Ouais. Et il y a un truc qui va venir tout changer. Il me semble, je ne me rappelle plus les dates. Bon, c'est pas important, mais c'est début 2016, mi-2016. C'est que j'étais sur tous les sites d'offres d'emploi depuis des semaines. Et je reçois une offre, une réponse positive d'une employeur qui recherche un petit peu le même job que j'avais fait à Smile TV pour une grosse entreprise, je ne me rappelle plus du nom, qui était basée à Los Angeles, pour faire des mini-documentaires, des news, filmer, éditer, tout ça. Et elle avait bien aimé mon showreel, mon démo-reel, mes expériences passées. Ton portfolio ? Mon portfolio, qui m'a dit, écoute, c'est parti, on peut y aller. J'étais allé à mon interview, tout s'est bien passé.
Trop bien. Mais c'est pas fini l'histoire. Oui, vu que tu te souviens pas du nom de la boîte, j'imagine que ça n'a pas été. La boîte était connue, mais c'était une sous-boîte de la boîte mère. Je me rappelle plus exactement du nom. Ok. Et donc j'attends. Enfin, elle me dit, t'as plus qu'une chose à faire, c'est le test de drogue. Tu sais, ils font des tests de drogue assez souvent là-bas dans ce genre de compagnie. Les background check et des trucs comme ça. Ouais, test. Si tu prends de la Faut que tu remettes le micro devant ta bouche. Si tu fais de la weed ou de la drogue, tout ça, ils font des tests de drogue avant que tu puisses travailler. Et donc j'attends 4 jours, 5 jours, une semaine, j'ai aucune réponse. Pourtant, elle m'a dit que je pouvais commencer rapidement, quoi. Et je l'appelle, puis elle me dit, écoute, comme on est une grosse boîte, il faut que la boîte te sponsorise ton visa O1. Je lui dis, mais ça sert à quoi? Je l'ai déjà mon visa O1 et tout. Je sais pas trop c'était quoi l'excuse derrière, mais j'en avais marre, parce que c'était pas très bien terminé avec Smile TV. Là, je dépense $5,000 pour mon O1, on me dit qu'il faut que je sois sponsorisé par la boîte. Ouais, bizarre. J'en ai marre de chercher du taf, j'en ai marre d'avoir des mauvaises expériences avec des employeurs à Los Angeles. Donc je me suis dit que c'est le moment où je vais me focaliser sur ma passion, les timelapses. D'accord. Je commence à me faire de l'argent. Donc tu walk away. Je dis le marché de l'emploi, c'est pas pour moi. Légalement parlant, je peux travailler pour moi-même si j'arrive à me faire un revenu. Ça reste dans le monde de la vidéo, photo, vidéo, c'est le même monde, tout ça. Donc je me focalise à fond sur les timelapses à cette époque-là. Je voyage, je retourne à New York pour la première fois depuis 2011. Très bien. Je me focalise beaucoup sur les villes parce que c'est aussi ce qui va se vendre pas mal. Et il y a pas mal de plateformes en ligne comme peut-être tu connais Shutterstock, Pond5, tout ça. Bon, ça a beaucoup changé encore. Les banques de photos en ligne, quoi, avec abonnement. Ouais. Voilà, donc photos, ils ont aussi des catégories vidéo. Et c'est de là que c'est parti, en fait, de pouvoir me faire un revenu. Il y a des mois qui montaient à $1,000 sur une plateforme, quand même, des fois. Donc, avec 3-4 plateformes, ça me faisait un revenu assez conséquent. Quoi. Ah, trop bien. Donc, c'est l'époque où je me focalise vachement sur ma passion. Je me dis qu'il y a moyen de se faire plus d'argent que de passer mon temps à chercher un emploi que je ne vais pas trouver ou que je ne vais pas aimer. Ça me fait voyager et donc je m'arrête pas à que vendre des timelapses en fait sur les sites de stock. Tu peux les faire sur commande aussi ou... Je peux les faire sur commande aussi. Je commence à développer ma chaîne YouTube. En 2014, je trouve le nom Emmeric's Timelapse. Voilà, les timelapses d'Emmeric qui est encore aujourd'hui un peu mon handle, mon nom Instagram. Donc je commence à faire aussi des tutoriels parce que je vois que ma chaîne YouTube commence à marcher. Je commence à avoir pas mal de gens qui me suivent. Chaîne YouTube. Tu l'as fait en français ou en anglais d'ailleurs cette chaîne? Je l'ai commencé en français. D'accord. Et je me suis rendu compte que je pense que je perdais pas mal de clients si je restais en français. Tu étais surtout regardé aux US, enfin partout dans le monde, mais pas. Je suis à Los Angeles, c'est une niche de la photo. Si je reste en français, c'est encore plus petit au niveau de l'audience. Donc rapidement, j'avais pas trop confiance en moi d'enseigner en anglais. Mais en 2017, j'ai rencontré un autre photographe français qui était sur Los Angeles, qui faisait pas mal de cours photo, lui. Et il m'a dit en 2017, si tu veux, Aymeric, on fait un cours ensemble en anglais sur les timelapses. Donc il m'a guidé. En ligne ou en personne? C'était en ligne, ouais. D'accord. Des cours en ligne. Donc il m'a guidé dans ce premier cours. Il s'appelle Serge Ramelli, voilà, petit big up. Tu connais ou pas? Non. Donc il fait pas mal, il est spécialisé photo. Lui. Ok. Il fait pas mal de cours en ligne également. Donc il m'a poussé à faire mon premier cours en ligne sur les timelapses en début 2017. Ok. Et c'est de là où c'est parti, donc les cours payants. Donc en plus de ça, ça m'a aussi motivé à commencer à faire toutes mes vidéos YouTube en anglais. Ouais, et ça m'a mis... c'était aussi un autre moyen d'avoir un autre revenu au final. Par YouTube ou les cours? Les cours en ligne. Trop bien. Parce que le marché de cours en ligne, sur les timelapses, sur tout le reste, c'est un marché de milliards de dollars, quoi. Encore aujourd'hui. Trop bien, d'accord. Donc du coup, tu fais des timelapses pour le fun, pour les commandes, tu fais des cours et ça te permet de vivre et de t'éclater, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que 2017, j'essayais de me souvenir un peu de mon histoire avant de faire ce podcast. Et je pense que 2017, c'était l'année où j'ai eu le plus de fun, quoi. Ouais. Parce que j'avais un bon revenu, j'habitais à Burbank, c'était pas loin des studios Warner. C'était vraiment, mentalement, j'étais super. Je pense que je vivais le rêve américain, quoi. Ouais. Sur le moment, je me rappelle pas trop, mais en prenant du recul, je me dis, 2017, c'était vraiment une belle année. Quoi. C'était l'année où je kiffais, quoi. Je m'amusais, j'avais pas de problème d'argent. C'était le rêve américain, quoi. Trop bien. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré quelqu'un qui était un peu toxique, on va dire. Donc, début 2018, tout 2018, ça s'est quand même bien passé.
Mais j'ai rencontré quelqu'un et en fait, j'avais une colocataire aussi. C'était une fille qui n'a pas aimé que je commence à dater quelqu'un, bizarrement. D'accord. Donc la coloc jalouse que tu es quelqu'un d'autre. C'était ça, ouais. C'était bizarre. C'était un peu bizarre. Ce qui fait que j'ai dû quitter mon appartement assez rapidement. Malheureusement, la fille avec qui je sortais, ça s'est pas très bien passé aussi. Elle était un peu contrôleuse. Ça se dit, non? Elle me contrôlait Control un petit freak. peu. C'était un peu toxique comme relationship. D'accord. Donc, ça s'est pas très bien. T'as mis du temps à en sortir? Ouais. J'ai mis du temps à m'en sortir. 2018, voilà, on est à peu près mi-2018. Non, pardon, tout 2018, on était ensemble. Mi-2019, ça s'est pas très bien passé vers la fin. Et donc, j'ai décidé même, j'en avais marre de Los Angeles aussi. Je pense que toute cette relation, c'était vraiment... besoin de mettre de la distance. C'était une américaine aussi. Bon, après, je la généralise pas, mais je pense qu'il y a eu un problème avec cette personne, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait perdre un peu mon mental. À début 2018, début 2019, pardon. C'était vraiment difficile, ouais. Donc, du coup, tu bossais moins ou... Je bossais moins. Tu perds confiance en toi. Enfin, les relations toxiques, ça m'a mangé de l'intérieur. Surtout qu'elle a rencontré ma famille. Ça s'est pas très bien passé avec ma famille. On ne fait pas trop revenir là-dessus. C'est des mauvais souvenirs. T'as pas envie, pas de problème. Mais je pense que ça m'a fait grandir, je pense. Avec le recul, mais quand t'es dedans... Voilà, donc c'était pas très facile dans ces années-là. Elle était partie sur Atlanta, voilà, parce qu'elle pouvait pas se permettre de vivre sur Los Angeles. Et moi, j'étais tellement mal mentalement, je me suis dit, et tu connais les relations toxiques, tu as à moitié envie de rester dedans. Il y a des choses qui allaient bien dans la relation, des choses qui allaient pas bien. Et j'ai décidé de partir de LA. Et en fait, j'ai fait tout un road trip entre Los Angeles et New York. Je me suis dit, je vais habiter à New York, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai vendu des choses. On était septembre 2019. J'ai tout vendu, j'ai mis tout ce que je pouvais dans ma voiture et j'ai fait un road trip de 3 semaines jusqu'à New York. Trop bien. Après, 3 semaines parce que je suis passé par Denver d'ailleurs. Je suis passé par... après, je suis redescendu vers Dallas pour voir des amis, Atlanta, puis je suis remonté après toute la côte est américaine. Trop bien. Tu as dû t'éclater au niveau photo aussi, j'imagine. J'ai toute une série sur ma chaîne YouTube où j'ai capturé les 3 semaines. Donc, Imric's Timelapse. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. Ça marche. Et quand j'arrive à New York, il y a un ami qui peut me loger pendant 2 semaines, mais j'étais encore dans cette relation toxique un peu. Je pense que ça m'a pris du temps. Tu as de l'emprise en fait dans ce genre de relation. C'est dur. C'est pas parce que c'est fini que ton cerveau est passé complètement à autre chose tout de suite. C'est ça. Donc je pensais encore à cette fille. Et le truc, c'est que je pense que j'étais pas dans une bonne période. Donc j'arrive à New York. J'ai un ami qui peut me loger gratuitement. C'était dans New Jersey. C'était juste en face, mais avec des vues sur New York à couper le souffle. Mais j'étais moitié malade, quoi, mentalement. Donc, je me suis dit, mais pourquoi je suis à New York? Tu profites pas? Pourquoi je profite pas, quoi? Et je fais l'erreur de me dire, bon, je veux pas rester sur New York, je vais aller tester Atlanta. Là où la nana est. Là où mon ex toxique se trouve. Mais pourquoi? J'étais passé par Atlanta pendant mon trip. Et bon, j'avais vu un côté qui était assez sympa. Et oui, parce qu'elle était là aussi. Donc, je retourne sur Atlanta. On est humain, quoi. Voilà, je retourne sur Atlanta. Je trouve pour la première fois mon propre appartement, parce que la vie est plus abordable là-bas. J'ai été accepté dans un appartement qui était vraiment sympa, un peu de luxe, avec des piscines et tout. C'était vraiment cool. Mais l'année, c'était vraiment... c'était pas ça, quoi. Surtout que... Il y a de la télé là-bas, t'as quoi? T'as CNN à Atlanta? Et t'as pas mal de tournages aussi en Georgie. Il y a pas mal de tournages en Georgie. De films, de séries. Je me suis dit que la petite partie que j'avais vue pendant mon road trip, ça allait être, ça allait être sympa, quoi. Ouais. Et je me suis vachement renfermé sur moi-même, en fait. Tu connaissais personne, du coup? Il y avait un autre photographe que je connaissais, qu'on a dû se voir deux fois en 3 ans, quoi. 2 fois en 1 an, pardon. Mais surtout que 5 mois après, il y a eu Covid. Bon, après, c'était la Georgie, donc les choses ne sont pas restées fermées très souvent. Je faisais encore mes timelapses, j'avais pas mal de savings, d'économies, donc c'était pas un problème, l'argent, à ce moment-là, quoi. Mais le truc, c'est que je suis aussi coincé par mon bail d'appartement qui est d'1 an. Donc, même si après 6 mois, je voulais partir, je pouvais pas, quoi. Ouais. D'accord. Et comment tu fais alors, du coup? Donc, tu prends ton mal en patience? Je prends mon mal en patience. J'étais dans un quartier au nord d'Atlanta qui était quand même sympa. Mais de temps en temps, je vois mon ex, ce qui n'est pas une bonne chose. C'était un peu la seule personne que je connaissais. Bref, on va mettre l'ex de côté maintenant, c'est un peu derrière. Et
Donc, non, mais ça fait partie de ton histoire, du coup. Ça fait partie de mon histoire. Aussi, c'est vrai que j'aime pas en parler, mais ça en fait partie. Et c'est un peu... Donc, j'arrive fin 2020, donc un an après que je suis arrivé sur Atlanta. Et je décide tout simplement de retourner sur LA. Ouais. Là où tu connais, où tu as réussi à te lancer. Voilà. J'imagine qu'il te reste des amis, des collègues, des relations. Exactement. Tout est familier là-bas. Je connais le mode de vie, parce que franchement, il faut savoir que chaque État est un peu différent aux États-Unis. Donc voilà, le mode de vie californien, Los Angeles, c'est ce que je connais. Je vais retourner là-bas. J'ai assez d'argent. Est-ce que tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis partie ou... Ouais. Je me dis, au final, je suis parti à cause de cette fille, quoi. Donc, pour aller te remettre à 10 bornes de chez elle. Ouais, c'est ça. Donc c'était une erreur. D'accord. J'ai testé New York, je me suis dit que c'était pas pour moi. J'avais pas forcément l'argent de vouloir être en coloc. Voilà, je sais pas. New York, c'était plus ça, quoi. Ouais. C'était plus le rêve de 2010. Non. Okay. J'aime bien quand même aller à New York encore aujourd'hui, mais Los Angeles, c'était vraiment, je pense... Ta ville de cœur à ce moment-là. Je voulais retrouver le côté familier que j'avais. Ouais. Voilà, être assez confortable. Pour te reconstruire aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé encore une fois un appartement dans un quartier, qui est à 500 mètres de là où j'étais en 2017. D'accord, donc super familier. Voilà, super familier, que j'avais quitté à cause de cette fille. Et là, je suis revenu juste à côté. Mais c'était j'avais un mental un peu différent à l'époque, quoi. Et tu continues tes timelapses, tu continues les cours professionnellement, pendant toutes ces années-là, je continuais les timelapses, les vidéos YouTube, les cours en ligne. Franchement, spécialisé timelapse à 200%. Quoi. Et comme j'ai de plus en plus de contenu partout dans le pays, il y a pas mal de compagnies qui commencent à licencier mon travail, à acheter des licences de mon travail. D'accord. Donc, je me fais connaître sur les réseaux sociaux, qui commencent à grandir pour tout ce qui est vidéo, contenu en ligne comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, de temps en temps, je peux regarder un show Netflix et tiens, ça, c'est mon timelapse. Non, sérieux ? C'est énorme. C'est arrivé 2-3 fois à peu près. Excellent, d'accord. Des séries télé qui se passent à LA, des fois, ils utilisent mon travail, parce qu'il faut savoir que j'ai plus de 1000 timelapses de Los Angeles un peu partout. Donc, je vois aussi mon travail dans des pubs télé, dans des pubs sur Internet, pas mal de choses comme ça. Donc, mon travail a terminé dans des documentaires assez reconnus. En 2019, quand j'étais à Atlanta, il y a même un producteur qui a acheté 5 de mes timelapses de Los Angeles. Okay. Et ce documentaire a terminé donc Netflix original et aux Oscars. La classe. Short documentaire. Voilà, ça fait du bon street cred quand même pour le futur Rouen. C'est ça, pour le futur Rouen et la future green card aussi, la carte verte. C'est génial, félicitations. Donc, quand le producteur m'a contacté en disant que le documentaire était finaliste, déjà aux Oscars, et puis après que parmi, je me rappelle plus, 90 films, je crois on était les 5 derniers. Donc là, du coup, on est de fin 2020-2021. Donc tu reprends ta vie Los Angeles. Ça se passe comme tu l'espérais. Ça se passe tu te refonds dans le moule. Ouais, c'est ça. Je pense que je repars un petit peu sur mes habitudes d'avant. Bon, après, il faut que j'évolue, quoi. On est quand même en plein milieu de Covid, donc les choses sont un peu différentes. Puis à Los Angeles, en plus, à Los Angeles, beaucoup de choses sont à l'arrêt. Ouais. Quand je suis revenu, c'était ouvert. D'accord. Ça faisait pendant l'industrie du film, je veux dire. Ouais. L'industrie du film, comme moi, je bosse en freelance. Après, c'est vrai que j'ai un peu plus de liberté. D'accord. J'ai pas vraiment souffert de Covid. Bon, je l'ai eu personnellement, mais je veux dire mon business, parce que tout était en ligne. En fait. Donc mes cours, j'en ai vendu plus que d'habitude parce que les gens étaient chez eux. Ils avaient le temps. Donc franchement, j'ai pas trop souffert de Covid professionnellement. Donc c'est vrai que ça m'a permis de revenir à Los Angeles. Financièrement parlant, c'était assez agréable, on va dire. Mais très vite, je reste un petit peu dans le même mode de vie que j'avais avant et je me vois qu'au final, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce je ne savais pas en fait. Ouais. Je continuais à faire ce que je savais faire depuis ces 10 dernières années. C'était confortable, mais tu avais envie d'autre chose mais je savais pas quoi en fait. Je savais que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des employeurs. Donc je continue un petit peu le même mode opératoire au niveau des timelapses, tu vois, créer des cours en ligne, créer des timelapses et les vendre, mais ça marche moins qu'avant. Comment tu l'expliques ? Je pense pas que ce soit Covid, mais je pense que déjà la photographie timelapse c'est de plus en plus facile à faire avec les caméras de nos jours. Plus accessible à tous, tu veux dire ? Plus accessible, ouais. Donc il y a moins en moins de monde qui sont prêts à dépenser pour apprendre, parce que déjà sur YouTube tu as pas mal de contenu gratuit. Je suis resté un petit peu dans ce mode opératoire, donc ça a pas forcément marché. Et puis les stocks là où je faisais pas mal d'argent avant,
il y en a de plus en plus de contenu et ils te donnent de moins en moins d'argent quand tu vends. Donc voilà, je pense que financièrement, ça a été un petit peu difficile à ce niveau-là. Et je pense que j'en avais marre de faire la même chose tout le temps. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire d'autre. Quoi. D'accord. Ça fait 10 ans que je fais la même chose. À 7, non, peut-être. Ouais, si, montage vidéo, timelapse, quasiment 10 ans. Ouais. Et à ce moment-là, tu as déjà renouvelé une fois ton visa 2 fois même. 2 fois. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. C'est dur de parler de tout en même temps. Bah, forcément. Mais... attends, 2016. Je l'avais renouvelé, donc 2018. Ok. Donc 3 ans après, 2 ans et demi après. Quand j'étais. Ah oui, donc 2021. Donc 2021. J'avais commencé à faire le dossier quand j'étais à Atlanta. Et quand je crois que je l'ai eu en 2020, je crois que je l'avais renouvelé alors qu'il me restait quasiment 1 an. Parce que la chose qu'on voulait faire différemment dans le dossier, c'était de rajouter tous les crédits que j'avais eu avec les timelapses, les expériences timelapse, donc les Oscars, les trucs Netflix. J'avais vendu mon travail à Google, à LG, à Fox Sports. J'avais eu une interview pour Facebook. Une interview sur France 2 également que j'avais terminé. Ils avaient besoin de. Ils parlaient de la comment t'appelles ça, la PCH, la Pacific Coast Highway. Et cette route mythique long la côte ouest. C'est ça. Et la route passe par le Golden Gate Bridge à San Francisco. Et ils avaient personne pour parler du pont. Donc ils m'ont trouvé. Ah bah tiens, Aymeric, tu fais des timelapses de San Francisco parfois. Est-ce que ça te dit qu'on se retrouve là-bas? Trop bien. Donc j'ai retrouvé France 2, une équipe de France 2 à San Francisco, puis on a fait un petit documentaire autour du pont, quoi. Donc c'était le rêve américain, quoi. Trop bien. Et donc tout ça, voilà, toutes les expériences, j'avais écrit des articles pour des blogs, voilà, tous les grandes compagnies avec lesquelles j'avais travaillé. Ça, il fallait. Donc tu avais beaucoup plus de choses à mettre en avant, forcément. Mais comme les 2 premiers O1 étaient spécialisés montage vidéo, mon avocate m'a dit... C'est risqué. C'est risqué, et puis on va mettre, si tu veux après aller sur la carte verte, il faut qu'on mette les crédits timelapse, parce que c'est comme ça qu'on va vendre tes talents, quoi, pour la carte verte. Donc elle décide de faire un 2e renouvellement, donc 3e visa O1, que j'ai assez rapidement. Et après 6 mois, 1 an avec ce visa, on décide de commencer la carte verte. D'accord. On a un petit délai. Et donc, c'est quoi les critères pour la carte verte quand tu viens d'un O1 ? Enfin, c'était un nombre d'années de résidence ou c'était... Pas forcément. Attention, Aymeric a fait son travail. J'ai fait mon travail. Il a fait une petite liste pour vous. En fait, il faut savoir que le visa O1, quand tu veux après aller à une carte verte, c'est un peu les mêmes critères. D'accord. C'est un peu les mêmes critères. Donc, quand tu commences avec un O1, ça va être plus facile de demander une carte verte après si tu continues ton travail aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de choses que le service d'immigration demande. C'est un peu les mêmes critères au final que le O1, quoi. Il y a quoi, des preuves que tu es connu dans ton domaine. Donc encore une fois, ça peut être un domaine artistique, scientifique, sportif, un peu tout ça. Donc j'ai pris quelques notes. Preuve que vous avez joué un rôle de premier plan ou un rôle critique au sein d'organisations éminentes. Donc là, on avait pris les Oscars en disant le documentaire est aux Oscars grâce au travail d'Aymeric. C'est canon. On a quoi d'autre ? On a une liste d'environ 10 critères sur le site et il en faut 3. Donc c'est pas énorme au final. Ouais. Je crois que mon avocate a réussi à en passer 5 ou 6. Ah, bien joué. Après, c'est vrai que c'est un peu intimidant sur le site de l'USCIS parce qu'ils mettent ça, c'est des mots très officiels. Mais après, je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités, même si t'es pas, un des plus grands photographes du monde. Ce que j'allais dire, on est connu aussi pour notre complexe de l'imposteur. Je l'ai. Sans avocat, ça aurait été difficile de dire non, mais peut-être que. Enfin, je sais pas, tu sais ce que je veux dire Parce que c'est vrai, comme tu dis, ils utilisent des mots très intimidants, très exceptionnels. C'est d'ailleurs une des descriptions du visa. C'est ça. Et ça fait un peu peur. En fait, tu te demandes, mais j'ai pas gagné d'Oscar moi-même. Je me fais pas $100,000 par mois. J'ai pas écrit de livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Mais c'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent. Il faut que tu sois bon dans ton domaine. Quoi. Donc, c'est pas vous gagner des Oscars. Après, il faut quand même avoir des prix. Il faut que tu sois connu dans ce que tu as fait. Quelque chose qu'ils aiment beaucoup, c'est des articles de presse sur toi. Donc, j'avais été dans le Courrier de l'Ouest. En tant qu'angevin, il y avait le Courrier de l'Ouest qui m'avait interviewé. J'avais fini sur France 2. Donc, j'avais 2-3 trucs dans la presse. Moi, je sais qu'on me contacte souvent pour faire des épisodes pour des gens qui sont en pleine procédure. Ah ouais.
Bah oui, parce que les podcasts, j'imagine, ça doit marcher aussi. Tu peux les mettre. Et c'est... Donc, tout ça avait bien marché. J'avais écrit aussi des articles moi-même qui ont été postés sur des blogs de photographie. Donc, on a pris tout ça pour la carte verte. Ouais. D'accord. Et alors, la procédure de la carte verte, parce que 2021-2022, ça a été vachement ralenti, toute l'immigration, pas que les cartes vertes. Est-ce que toi, c'est un truc dont tu as souffert ou pas particulièrement ? Ça a pris combien de temps Alors, je vais dire un grand merci à mon papa parce qu'il a payé 80% du prix de la green card. Oh, wow, sympa. Donc, merci Hervé, je pense qu'il écoute. Donc, en fait, je lui ai demandé, parce que mentalement, j'étais très, très fatigué de tous ces... Voilà, ça fait 10 ans que je fais des visas, j'en ai marre, quoi. C'est un poids, quoi. C'est une épée de Damoclès, parce que si t'es pas accepté, tu dois quitter les États-Unis et reconstruire ta vie en France, alors que ça faisait 10 ans que je construisais ma vie ici, quoi. Donc, j'ai demandé à mon père si on pouvait payer pour le fast processing. Donc, il te garantit une réponse en 2 semaines. Ah, si rapidement que ça. Ouais, okay. 2 semaines. Ça coûte combien Ça coûte $2 500. De l'avoir en expéditif. Ouais, en plus des 10 000 que tu dois payer. Quoi. 10 000 pour la carte verte. Ouais. Mon avocate m'a demandé 6 ou 7 000, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et puis avec tous les frais, les visites médicales, les machins. Visites médicales. Et j'ai demandé est-ce que tu peux payer un plus $2 500. Et on a eu la réponse en 4 jours. Wow. Que ça a été accepté. Trop bien. Ok. Donc du coup, t'as pas trop souffert des délais. Non. Sinon, ça aurait été quasiment 1 an. Et j'aurais dû attendre 1 an. Oh, puis il y a même des histoires, ça dure plus longtemps que ça. Depuis le Covid, ça a été assez dramatique. Ça a été un peu le bordel, ouais. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance que mon père m'a aidé financièrement à ce niveau-là pour que mentalement... Gros coup de pouce. Et donc après, t'es tranquille pour 10 ans. Ouais. Ok, donc trop bien. Donc un afflux d'air frais. C'est ça, c'est un soulagement. C'est 10 ans qui, mentalement, ça soulage. Quoi. Les 10 premières années sont faites, on to the next 10. C'est ça. Maintenant, j'ai plus aucune excuse. Et puis, ça facilite les voyages aussi. J'ai pas à m'arrêter à l'ambassade tous les 3 ans. Quand tu reviens de France aux États-Unis, tu passes en général avec les Américains, donc ça va plus vite. T'as pas le stress de passer devant l'agent aux frontières qui te pose 10 000 questions. Qu'est-ce que tu fais avec ton visa, blablabla. Là, tes cartes vertes. Oh, vas-y, c'est bon. C'est clair. Donc, c'est super agréable. Quoi. Tu te sens encore plus chez toi. Quoi. Voilà, il y a ça aussi. Tu te sens accepté. Quoi. Et alors, toi qui te demandais, ils étaient un peu en recherche de sens, de renouveau. Côté immigration, c'est réglé. Côté perso, ça commence à aller un peu mieux. Et côté pro, alors du coup, tu cherches à faire quoi ? Donc, j'ai bougé à Denver il y a 4 mois. J'ai quitté Los Angeles parce que je pense que c'était les prix... j'en avais un petit peu marre. Et je me suis renouvelé dans le sens où, au lieu de me focaliser plus sur l'urbain, que je faisais beaucoup dans mon travail de photographe... Tu viens voir la nature. Il y a ça. D'ailleurs, on voit les montagnes. Il est en train d'enregistrer ce podcast-là. Mais tu vois les montagnes partout à Denver. Ouais, bah oui. Ça, c'est cool pour ça. C'est vrai. Donc, en juin dernier, j'ai fait une chasse aux orages et aux tornades avec un chasseur, Christophe d'ailleurs, peut-être qu'il va écouter. Un Français, ça ? Un Français, ouais. Donc, on s'est retrouvés à Dallas, au Texas. Donc, j'étais encore à Los Angeles. Donc, Los Angeles, c'est lui l'arrivée de la France. Et on a chassé les orages pendant 10 jours. Ok. C'était fou. J'ai vu une tornade et des supercellules à couper le souffle. Des cellules ? Des supercellules. C'est quoi des supercellules ? C'est des orages rotatives. Ah, d'accord. On appelle ça des supercellules. D'accord. Okay, des mésocyclones. Ok. Donc, on appelle ça des supercellules. Et donc, on a chassé ça pendant 10 jours et c'était fou, quoi. C'est quoi qui t'a plu ? C'est l'adrénaline. Ouais. C'est l'adrénaline, c'est l'ambiance. C'est quand tu as un grondement pas possible juste au-dessus de toi. Tu as des nuages, on dirait des trucs qui sortent de films de science-fiction. Tu as l'odeur des prairies du Texas. Tu as le son, c'est vraiment tout, quoi. Et c'est chassé aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a fait plus de 10 000 km en 10 jours. Quoi. Ouais, vache. Entre le centre du Texas jusqu'au sud-est Colorado. Et puis voilà, pendant 10 jours, on fait quasiment ça. Quoi. D'accord. C'est ça la Tornado Valley ? Tornado Valley, ouais. C'est le Midwest, principalement. Okay. C'est un peu difficile, c'est un peu controversé, là où ça commence, là où ça se termine. Kansas, j'imagine beaucoup. Ouais, Kansas, Oklahoma, grosse partie du Texas, l'est du Colorado. Ça remonte tous les États du Midwest. D'accord. L'allée des tornades. Et donc là, épiphanie, révélation ? Je me dis, j'ai envie de continuer à faire ça. Tu connaissais quelque chose en météo ? Parce que là, du coup, tu chasses les phénomènes météorologiques. Ouais. Enfin, c'est un autre métier quand même.
Je regarde mon application météo sur mon iPhone, mais c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. On est tous météorologistes, mais pas vraiment, quoi. Ça m'a en fait intéressé plus de savoir comment ça se formait. Faut savoir qu'une supercellule, tu as un gros ciel bleu jusqu'à parfois 16 heures. Puis là, tu commences à avoir un truc gigantesque et noir qui commence à grandir. En fait, on dit que les orages sont vivants parce qu'ils grandissent, ils vivent pendant ces quelques heures et après ils meurent, quoi. Et quand tu regardes une supercellule à 100 mètres de toi, tu as vraiment l'impression que c'est en vie. Mais à 100 mètres de toi, c'est quand même des phénomènes assez impressionnants. Peut-être pas 100 mètres. Mais ça peut être aussi vachement dangereux. Enfin, je veux dire, c'est ça que tu veux dire par l'adrénaline, parce que tu es à côté, quoi. Oui, tu te mets en danger. Moi, ça me fait penser à... C'était quoi le film Twister. Ouais. Ils vont en sortir un nouveau, d'ailleurs. C'est vrai. Si t'as vu. Ah non. Je suis pas sûre d'aller le voir. À mon avis, ça va pas être aussi Moi, je suis encore traumatisée de la tornade qu'on a eu ici. Mais... putain, ouais. C'est vrai que à Colorado, il y en a des tornades. Ouais. Et encore, on n'est pas loin des montagnes, donc on est un peu protégé. Ici, c'est quand même rare. Là où on est exactement, c'est quand même très rare. Donc je pense que c'est tout ça dans la chasse aux orages et aux tornades qui m'a plu. C'était l'adrénaline. C'était la recherche de sensations fortes, de quelque chose qui allait être différent de mon petit time-lapse des freeways avec les buildings derrière, quoi, comme je sais faire. Et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs avec Christophe, parce que c'est un professionnel qui fait ça depuis 10 ans. Il sait où aller, déjà pour savoir où se positionner pour avoir une meilleure vue. Il sait dans quel coin, là il y a une supercellule qui va se développer à 2 heures de Dallas, c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc il faut faire de la route, mais il sait aussi quoi faire s'il y a des dangers qui arrivent. Donc c'est pour ça que je voulais pas le faire tout seul aussi. Ouais. Donc tu as été formé en fait. J'étais formé. J'étais principalement le conducteur parce que lui, il fallait qu'il regarde ses radars et ses modèles constamment. Et ce qui est bizarre, c'est que tu es tellement focalisé sur la conduite que des fois je black out, que je me souvenais plus de ce qu'on avait fait certains jours. Donc ça avait pris pas mal de travail. Ah oui, là on était là, on a fait ça. J'imagine que ça peut se mélanger, quoi. Un peu. Ouais, c'est ça. Tu es tellement concentré sur la route que et puis tout se ressemble aussi dans ces quartiers-là. Donc c'était. Mais c'était la recherche de l'adrénaline, je pense, qui me plaisait. Forcément, ma mère, elle voulait pas savoir ce que je faisais. Mais Émeric, pourquoi tu fais ça? Tu veux pas rester à Downtown LA ou à la plage? Mais en fait, et puis en plus de ça, donc en parlant d'adrénaline, on était en train de tourner une super cellule au coucher de soleil. C'était magnifique dans une petite prairie. Et il y a un éclair qui tombe à 200 mètres de nous, quoi. Donc, tu as moins d'une seconde entre l'éclair et le son. Donc, c'était 200 mètres, quoi, un truc comme ça. Et il y a notre dashcam de la voiture qui a enregistré l'éclair. Et on voit la voiture qui tremble quand il y a le son qui passe. Donc, c'était vraiment un son très, très sharp. Ah. Tu es passé en tournée de warning ? Ouais, tournée de warning. Une espèce de petit funnel à gauche. Je pense pas, c'est un peu haut. Look at this beauty. Oh! Oh, c'est pas loin. On devrait y aller là. Non? Putain, les clés! J'ai pas les clés ici. C'est bon. Putain, les clés! Donc voilà, après cet éclair, on se dit, on va peut-être partir là quand même. Surtout qu'il y en a 3 autres qui arrivent en espace de 30 secondes. Donc on retourne dans la voiture et puis on part. Mais c'était l'adrénaline. Je suis un grand fan de montagnes russes aussi. Et c'est un peu comme ça que je vois la chasse aux orages. C'est des montagnes russes constantes, quoi. C'est de l'adrénaline. Mais du coup, t'as une saison pour ça, quand tu fais pas ça toute l'année? C'est en général avril, mai, juin, juillet, quoi. Donc ça va bientôt commencer. Ouais. Okay. Mai, c'est le meilleur mois. Mai, juin, c'est les meilleurs mois. Ouais. Parce que c'est au mois de juin. Mai, juin, c'est les 2 mois où tu peux chasser pas mal dans tout le Midwest, parce que c'est là où justement, pour les orages, il faut un mélange d'air chaud et humide, d'air chaud et sec, et d'air frais et sec du nord. Donc toute la Tornado Alley, c'est là où tout se retrouve, quoi. D'accord. C'est suite à cette rencontre avec Christophe, c'est ça,
que tu décides, ok, où est-ce que je vais m'installer ? Je vais pas rester dans Los Angeles, je vais m'installer dans un coin qui me permettra de faire ça tous les ans, quoi, en gros. C'est ça. Ouais. Je voulais m'en rapprocher parce que j'en avais aussi marre de la météo à Los Angeles. C'est chiant, il fait trop beau. J'ai partagé ça sur YouTube et j'ai eu quelques commentaires assez négatifs comme quoi t'es français, tu te plains du soleil et tout. En même temps, Denver, c'est pas un temps trop moche. Enfin, non. On a beaucoup de soleil aussi. Il y a plus de nuages qu'à Los Angeles. Ouais. Et il n'y a pas de pollution à Denver, moins qu'à Los Angeles. Donc j'avais besoin d'être dans un milieu où, si possible, je pouvais aller à 2-3 heures de route si je vois un orage un jour et aller le filmer, quoi. Ouais. Donc Denver, ça paraissait pas mal. J'étais venu 3-4 fois dans le passé. C'est central. Il fallait un aéroport international aussi pour que je puisse rentrer en France. Je voulais pas me secluder, c'est quoi en français? Mais je voulais pas me couper du monde. Ouais, voilà. Je voulais pas me couper de la France et du monde juste pour la passion que j'avais pour les orages, quoi. Et cette passion un peu payée du coup, parce que comment est-ce que tu fais si c'est pas toute l'année pour continuer à vivre, parce que tu dis qu'il y a moins de demandes de cours. Comment ça se passe? C'est un peu difficile financièrement, je vais le cacher. Mais après, je fais pas mal de documentaires, donc je repars sur mon. Je parle pour les orages, pour la chasse aux orages. D'accord. Donc, pour monétiser les chasses aux orages, en général, ça va être du contenu sur les réseaux sociaux, quoi, tout simplement. Mais sur les réseaux sociaux, tu peux genre YouTube, tu peux monétiser YouTube, tu peux monétiser, tu peux faire des live streams pendant les chasses aux orages et tout. Donc c'est pas facile. Donc dans ce cas-là, quand c'est hors saison, je me suis un petit peu repenché sur ce que je faisais avant les timelapses. Tes fondamentaux. Voilà, donc c'est-à-dire filmer, faire du montage pour un peu plus de corporate, un peu tout ça, quoi. Je me suis arrêté un petit peu au timelapse parce que ça paye pas autant qu'avant et je reviens un petit peu à ce que je faisais à mes débuts aux États-Unis. Trop bien, d'accord. Donc ça commence, j'ai rencontré d'autres Français là, avec qui je peux travailler, donc c'est vraiment cool. Ouais. Trop bien. Mais j'ai quand même hâte de les chasses aux orages et aux tornades. Puis les orages de montagne aussi ici, ça peut être impressionnant. J'en ai pas vu beaucoup, mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. Ah, ici, la maison, elle tremble. Ah ouais? Ah ouais, la maison, elle tremble. Ah ouais. Mais en plus, on est, tu sais, en haut d'une colline. Ah bah ouais. Ce qui fait qu'on a des... c'est impressionnant. Donc voilà, j'ai bien hâte d'y retourner. L'adrénaline, quoi. Trop bien, d'accord. Il y a toute une grosse communauté autour de la chasse aux orages. C'est fou, ouais. Et je me rendais pas compte même qu'il y ait du coup des Français qui viennent de France pour faire ça tous les ans. C'est assez dingue. Il y a des gens du monde entier. Il y a des Allemands, des Français. Du coup, j'imagine que les gens sont une communauté, ils se connaissent, ils se retrouvent. Il y a une petite communauté de Storm Chaser comme Reed Timmer. Je me rappelle plus des autres noms, mais Reed Timmer, en fait, il est super connu parce que il a eu une reality TV. Il y a quelques années, qui était une la chasse aux orages. Storm Chaser, il s'appelait, je crois. Tout simplement. Et il chasse encore aujourd'hui avec des véhicules. Donc le Dominator, c'est un pick-up truck qu'il a complètement customisé pour pouvoir être dans les tornades. Donc c'est un truc super lourd avec des trucs armés sur les côtés pour pas que l'air s'engouffre en dessous, en fait. D'accord. Donc c'est des véhicules que j'ai croisés. Qui prennent pas des débris. Voilà, c'est ça. Donc c'est impressionnant comme véhicule. Il y en a deux, il y a le Dominator 3 et le TIV. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, TIV. Bref, c'est des véhicules pareils, quoi. C'est des pick-up trucks modifiés pour aller dans les tornades. Donc exactement comme le film Twister, quoi. Oh la vache, ok. T'as complètement changé de métier. Ah bah je fais encore des timelapses, ouais. Après, ça reste dans la vidéo. Il y a des très jolis timelapses de Denver d'ailleurs sur Denver, sur tes réseaux sociaux. Donc ça reste dans le même milieu, mais le sujet est un petit peu différent qu'une ville paisible, quoi. Okay. Nouvelle ville, gros nouveau challenge sur plein de nouveaux points. T'as été bien accueilli par la communauté, je sais pas, de Français ou même les gens à Denver en général? Mentalement, ça va beaucoup mieux par rapport à Los Angeles. Okay. Je pense que donc bénéfique. J'en ai parlé dans des vidéos sur YouTube, comme quoi Los Angeles, je me sentais un peu déconnecté à la fin. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un peu le plaisir de rencontrer du monde ici à Denver. Donc je me suis aussi pas mal focalisé sur la communauté française. Mais je pense que la population de Denver est quand même très différente de Los Angeles. Et le mode de vie aussi, il y a moins de monde. Bon, les prix, c'est en général moins cher. Ouais, je pense que j'avais besoin d'un nouveau départ. Retourner à Los Angeles après Atlanta, je suis pas mécontent de l'avoir fait, mais je pense que Los Angeles, c'était pour moi le temps de partir, quoi. Mais il fallait pas que je suive une autre ex, quoi. Il fallait que je trouve un lieu qui allait me plaire, qui allait bien
financièrement, où j'allais pouvoir rencontrer du monde, où j'allais pouvoir être mieux mentalement et prendre soin de moi. Et je pense que même si ça fait que 4 mois, je pense que Denver, c'est pour le moment, c'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. Trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'être safe pendant mes chasses aux orages. Ouais, s'il te plaît. Hein. Non, et puis de retrouver tout ce plaisir de créer du contenu en ligne, tout ça, d'être heureux, tout simplement. Je pense que c'est un peu ce que j'avais perdu ces dernières années. Donc, la reconnexion à la nature. Ouais. Et donc à toi. Et écoute, je te souhaite tout ça. S'il y avait un petit conseil que tu pouvais te chuchoter à l'oreille au Aymeric il y a, du coup, je sais pas, 2011, 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais, tu vas t'en sortir. Ouais. Je lui dirais aussi que continue. Ouais, il faut continuer. Il faut se montrer, il faut y aller, il faut tenter. Et c'est comme ça que je suis aux États-Unis au final, parce que j'ai tenté des choses. Et je pense que le plus gros regret, ça serait de ne pas tenter, de ne pas essayer ce que tu as envie de faire. Trop bien, c'est une jolie conclusion. C'est vrai. Merci beaucoup, Aymeric. Merci Anne-Fleur, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Aymeric d'être venu jusqu'à moi pour me rencontrer et pour me livrer son histoire. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous nous découvrez avec cet épisode, abonnez-vous tout de suite au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et puis n'hésitez pas à parler de cet épisode et du podcast à des personnes que cela pourrait aider et intéresser. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir un épisode encore un peu particulier, un épisode que j'ai enregistré pendant pas moins de 2 ans avec l'une d'entre vous, une de nos auditrices, qui nous a aidé à documenter ce que c'est en fait de partir vivre à l'étranger depuis l'idée jusqu'à la concrétisation du projet. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Infirmière, c'est difficile partout dans le monde, C'est un métier vraiment qui est formidable. Je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça ou pas ? Parce que c'est pas simple tout le temps, c'est des horaires. Mais j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé d'avoir une petite entreprise que je faisais en même temps avec le métier d'infirmière. Mais vraiment, c'est infirmière que j'aime. Vraiment, c'est là où je sens, comme on dit, être sur son X, là, c'est la mode de dire ça. Vraiment être à l'endroit où tu dois être. Tu vois, tu vois, comme sur une carte au trésor, tu vois, t'es sûr. Ouais. Être à la bonne place, quoi. Ok. Mais... J'ai jamais entendu cette expression. Okay. Bon, je crois que c'était vachement connu. Donc, j'étais dans le Colorado. Donc, non, vraiment. Et puis, la période du Covid, ça a été très difficile pour plein de soignants. Mais je pense que moi, ça m'a permis de me dire que c'est vraiment là où je suis utile. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Encore merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt. J'ai hâte de l'écouter quand il sortira. Ouais. Aymeric et Exactement. Je sais pas quoi. La Brace Collection, oui. Quand j'ai posté ma story là, que j'allais faire un podcast avec toi, ma sœur m'a dit « Putain, mais je l'écoutais tout le temps quand j'allais courir. » Non, c'est trop marrant. Elle a un gosse maintenant, donc ça fait un moment qu'elle n'allait pas aller courir. Donc elle était tout le temps « Ah, j'écoutais tout le temps le podcast avant et tout. » Ouais, c'est trop marrant. Elle est à Bordeaux, elle. Ah, d'accord, ouais. Donc ouais, elle te connaissait, quoi. Désolé, j'arrête pas de cracher. Ah ouais, je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas mes lunettes, donc c'est bon, t'inquiète. Je vois pas. Désolé.